Salut à tous, bienvenue à nouveau sur IGTV et on est parti pour la découverte du Codex d'Archangel avec toujours cette magnifique illustration. Ça c'est vraiment une de mes illustrations préférées dans ce qu'ils ont pu faire sur les codex. Avec vraiment, c'était une des premières justement je crois de l'artiste. Alors j'ai pas le nom de l'artiste qui l'avait fait, mais dans mon souvenir c'était une des premières justement avec un beau travail comme ça assez moderne sur les lumières. Donc voilà, on est parti sur les Darkangel. Alors Darkangel, vous allez voir que ça ressemble pas mal à un codex Space Marine amélioré, donc c'est ce qu'on retrouve avec le codex Blood Angel, qu'on a eu la semaine dernière. Donc c'est deux codex qui vont se présenter un petit peu de la même façon, des unités Space Marine, avec en prime et en bonus les particularités qu'on peut trouver justement sur leur chapitre. Alors au niveau de cette illustration, ça c'est une nouvelle illustration qui met vraiment en avant donc les Primaris. Moi, ce qui m'intéresse aussi, évidemment, c'est comment les Primaris sont intégrés dans le nouveau fluff en fait des Darkangel et comment ils sont tout simplement intégrés en fait dans l'armée des Darkangel. Alors cette illustration qui est assez nouvelle, vous voyez, elle met vraiment en avant les Primaris parce que d'ailleurs on voit que des Primaris. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas autre chose que du Primaris, mais non. Alors, autant chez les Blood Angel, je trouve que ça se tient un peu plus la route, parce que justement, ils ont vraiment eu beaucoup de pertes. Donc automatiquement, ils ont vraiment besoin de Primaris. Autant chez les Darkangel, avoir mis que des Darkangel, je trouve ça un petit peu dommage en fait. Alors même si on comprend la logique c'est de vendre du Primaris, faut en être sûr. Je pense que c'est un petit peu dommage de ne pas avoir mis peut-être un peu aussi des Space Marine classiques. Alors, on vous explique la Première Légion. Première Légion, c'était la première à être fondée par l'Empereur. Elle était donc du coup guidée par Lionel Johnson. Alors, on va vous parler de Lionel Johnson, le Primarque. Donc, son histoire, tout simplement, comme tous ses frères, il a été envoyé dans l'espace, dans sa capsule de naissance. Il est tombé sur la planète Caliban, une planète très dure, avec beaucoup de monstres en fait qui erraient dans des forêts, des monstres géants, et qui terrorisaient en fait la population sur la planète. Et contrairement à d'autres primarques qui ont été directement trouvés ou qui ont directement rejoint la civilisation, Lionel Johnson, lui, il a mis beaucoup de temps en fait avant de découvrir l'humanité qui était sur cette planète-là, et il a passé en fait toute son adolescence sur Caliban sans jamais rencontrer personne en fait de vivant, hormis aucun être humain en fait, on va dire. Il n'y avait que les créatures, c'est un petit peu comme... alors on présente ça comme des monstres un petit peu mythiques, des lions géants, ce genre de choses. Et le fait qu'il ait bien sûr réussi à survivre dès ses premiers pas dans cette forêt hostile, vous montre bien que les Primarques étaient vraiment au-dessus du lot. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, il y avait des confréries de chevaliers, un petit peu tel qu'on a l'imagerie classique de l'ordre. Vous savez un peu, si vous regardez Camelot, c'est un petit peu ça. En plus sérieux, bien sûr. Et donc ils ont trouvé justement ce qu'ils ont pris au début pour être une bête sauvage et qui s'est révélé être Lionel Johnson. Donc le grand maître, on va dire, de cette confrérie, qui s'appelait l'Ordre, a décidé finalement de ne pas achever en fait ce qu'il prenait pour une bête, parce qu'il a sans doute reconnu en lui un potentiel, et puis un humain potentiel. Donc on va revenir sur ce grand maître qui était le grand maître de l'Ordre. Et donc bien sûr, Lionel Johnson a été pris sous la protection de cet ordre, a été entraîné, a été introduit au maniement des armes, etc. Et bien évidemment, en l'espace de quelques jours, a su se hisser à un niveau bien au-delà des compétences de ses maîtres. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé à être dans l'élite dirigeante de l'ordre, qui justement luttait encore une fois pour protéger tous les habitants de Caliban. Et puis, donc c'est là où on parle un peu du maître qui était le maître de l'ordre, c'était Luther. Luther, vous allez voir que c'est un personnage très très important pour l'historique des Darkangel, et même pour l'historique de Warhammer 40 000, je pense, parce qu'on a des petites révélations dans ce livre qui, moi, me font très plaisir pour justement l'avenir de Warhammer 40 000. Alors bien sûr, après, l'empereur a lancé sa grande croisade, il a retrouvé Caliban et ses fils perdus, dont Lionel Johnson, et il lui a confié, bien sûr, le commandement de la première légion des Darkangel. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait,
certains représentants de l'ordre en fait étaient trop vieux justement pour être transformés en Space Marine et sont donc du coup restés avec d'autres membres en fait sur Caliban. Et ça, on en parle moins, par contre, un petit peu. Alors si, il y a une chose que je tenais à dire, c'est que il y a toute une série en fait de livres de l'hérésie d'Horus qui parlent justement de ce passage-là en fait. Et on apprend pas mal de choses sur ce qui se passe et sur la façon dont les éléments dont je vais vous parler en fait se déroulent. Et par contre, je trouve que dans le livre, alors bien évidemment, hein, on peut pas faire 200 pages de fluff sur cette partie-là. Par contre, l'image qu'on en retire, si on lit uniquement le codex, en fait, est beaucoup plus légère que celle qu'on peut voir en fait dans les livres de l'hérésie d'Horus. Parce que dans le livre de l'hérésie d'Horus, ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment donné, Luther va combattre en fait sur différents fronts pas en tant que Space Marine, mais en tant qu'être amélioré, donc au-delà des compétences des humains, mais pas forcément au niveau d'un Space Marine, va combattre en fait sur les différents fronts de la galaxie. Et puis à un moment donné, le lion lui dit écoute, il faut que tu retournes sur Caliban pour superviser la défense et la gestion en fait du chapitre sur notre monde en fait chapitral. Et en fait, Luther, lui, il voit ça comme une trahison, il voit ça comme un désaveu, et il se sent en fait rejeté par Lionel Johnson. Et c'est ce qui va être la source en fait d'une rancœur entre Luther envers Lionel Johnson. Et ce qui veut dire aussi que dans son sillage, il y a beaucoup de Space Marine et de Dark Angel, qui vont être en fait entraînés dans ce sentiment un petit peu d'injustice par Luther. Ce qui fait aussi que, à un moment donné, donc quand il y a eu l'hérésie d'Horus, tout simplement, on vous raconte que Lionel Johnson avait été envoyé très loin dans la galaxie par Horus, justement, qui redoutait les Dark Angels et qui pensait qu'ils étaient incorruptibles, en fait, qu'ils ne pouvaient pas les faire passer du côté du chaos. Donc, du coup, il les avait envoyés très loin dans la galaxie pour pas qu'ils puissent venir aider l'empereur, justement, sur Terra. Et cette vision-là, c'est celle qu'on a dans le codex, elle est un petit peu plus trouble quand on lit les romans de l'hérésie d'Horus. Pourquoi ? Parce que ce qui plane en fait comme doute, c'est plutôt de se dire, est-ce que Lionel Johnson n'a pas fait exprès d'attendre et n'a pas fait exprès d'arriver un peu plus tard pour justement voir de quel côté allait pencher la balance et pour aller dans le camp des vainqueurs en fait. Et ça, c'est un sentiment qu'on n'a pas en lisant le Codex d'Archangel, alors que c'est un sentiment qui est très puissant quand on lit l'hérésie d'Horus. Et on a toujours ce côté trouble à se dire, est-ce que finalement Lionel Johnson était prêt à passer du côté obscur, ou alors est-ce qu'il était loyal et que malgré tout il n'a pas pu arriver à temps. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que après l'hérésie d'Horus, finalement, comme Horus a perdu, le lion est resté fidèle, et il a voulu se ressourcer en retournant sur Caliban. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait attaquer en fait par les restes de la Légion qui étaient sur Caliban, et donc par Luther. Donc cet affrontement a détruit la planète, tout simplement, et il n'est resté en fait que ce qu'on appelle le Roc. Donc le Roc, c'était la plus grande forteresse monastère des Dark Angels. C'est vrai que je m'étale beaucoup sur cette partie-là, mais c'est une partie qui est assez intéressante et ce serait dommage de passer dessus trop rapidement. Donc toute cette partie du Roc, en fait, ça a été préservé du bombardement planétaire grâce au suprême champ de force qu'il y avait en fait dans cette citadelle. C'est aussi l'endroit où il y a eu le combat entre Luther et Lionel Johnson, sachant que Luther, en fait, avait été corrompu par les dieux du chaos. Donc là, déjà, on peut se dire, c'est un élément, déjà, on se dit, bon, si Luther était passé du côté du chaos et que Lionel Johnson lutte quand même contre lui, on peut quand même penser qu'il avait des tendances loyalistes. Parce que sinon, il aurait pu tout simplement ils auraient pu tout simplement se rejoindre. Mais c'est ça qui est assez riche, c'est ce côté un petit peu ambigu, on ne sait pas trop. Quoi qu'il arrive, de ce combat-là, en fait, on sait juste que Lionel Johnson a disparu et que Luther, qui était... alors à chaque fois, c'est pareil, un petit peu mortellement blessé, mais on le retrouve quand même. Il est en train de délirer sur les retours du primarque, que le primarque reviendrait pour absoudre ses péchés et que malgré tout, il regrettait en fait ses actions, tout simplement. Et c'est ainsi que se termine ce passage, justement, où ça a créé tout ce qui est l'historique principal des Dark Angels maintenant. C'est pour ça que je m'attends encore une fois un petit peu dessus. Parce qu'en fait,
ce côté rébellion ambigu, il fallait absolument qu'il soit caché aux yeux de l'Imperium pour les Dark Angels. Il fallait absolument pas qu'on sache qu'il y a eu un petit peu sédition au sein du chapitre des Dark Angels, pour pas être suspecté justement de trahison et être excommunié. Et c'est ce qui fait le grand secret en fait des Dark Angels. Déjà ils ont caché en fait que c'était eux-mêmes qui avaient détruit leur planète, Caliban. Ils ont raconté que c'était une tempête warp qui avait détruit la planète. Et surtout, bien évidemment, ils ont caché qu'une part non négligeable en fait du chapitre, enfin de la Légion, pardon, avait été justement corrompue par le chaos. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu il y a quand même eu une tempête warp qui a fini de détruire le roc, enfin Caliban. Il y a eu une bonne partie des Dark Angels passés du côté du chaos qui ont été aspirés dans le warp et qui a priori avaient disparu. Par contre, ce qui est apparu très nettement après dans les années suivantes, c'est que ces Dark Angels qu'on va appeler justement les déchus, ça c'est une grande partie de l'historique Dark Angel, ou les Fallen, sont en fait, ont été restés en vie en fait, et ont été voyager à travers le temps et l'espace pour se retrouver à différents endroits de la galaxie, mais continuent à vivre. Et c'est ce qui est le plus grand danger pour le chapitre des Dark Angels. Pourquoi ? Parce que ils ont le secret en fait, ils savent la vérité, et la vérité c'est que c'était des Dark Angels qui sont passés du côté des dieux du chaos, et à chaque fois bien sûr, pour se venger des Dark Angels qui sont restés fidèles, ils n'hésitent pas à justement le dire à qui veut bien l'entendre, et c'est pour ça que la traque des déchus, des Fallen, est la chose la plus importante pour les Dark Angels, et c'est pour ça que ce chapitre est auréolé de secrets en fait. Voilà, donc ça c'est pour l'historique des Dark Angels. Alors c'est un historique qui me plaît bien, ce côté ambigu. On va reparler un petit peu aussi de Cypher. Donc c'est pour ça que je reste un petit peu dessus, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ensuite, donc du coup, les grands maîtres ont voulu absolument que le secret soit préservé. Et comment préserver en fait ce secret ? Simplement, au fur et à mesure du temps, à travers les recrutements qu'il y a eu, en fait, on n'a pas dit aux jeunes recrues ce qui s'était passé, et les vieux Dark Angel, on va dire, mentaient ou ne disaient pas simplement la vérité par omission aux nouvelles recrues. Et au fur et à mesure de l'efficacité et puis des reconnaissances des qualités des recrues, ils passent dans différents grades, et à chaque grade supplémentaire, on révèle une petite part de la vérité sur l'héritage en fait des Dark Angels et sur ce qui s'est passé justement au temps de l'hérésie d'Horus. Donc de ce fait, c'est pour ça que les Dark Angels ont décidé de s'appeler eux-mêmes les impardonnés et essayer de racheter en fait leurs fautes, racheter les fautes de leurs frères. Et on fait de la quête des Fallen, encore une fois, leur priorité, mais une priorité secrète, hein, évidemment, ils ne peuvent pas dire à tout le monde, on est en train de rechercher les Dark Angels déchus. Donc voilà, d'où le côté secret mystérieux. Alors, l'organisation du chapitre, elle est assez différente par rapport à ce qu'on peut trouver classiquement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la première compagnie et la deuxième compagnie qui sont vraiment très personnelles. Alors, la première compagnie, c'est la Deathwing. C'est une compagnie qui est constituée uniquement d'armure Terminator. Ça, on va le revoir un peu dans les visuels. Et puis, la deuxième compagnie, c'est la Ravenwing. Là, on n'est que sur des motos et des Landspeeders et des avions. Donc ça, c'est deux organisations qui sont vraiment spécifiques aux Dark Angel et qui font un petit peu aussi le look de l'armée. Si vous avez envie d'avoir une armée vraiment d'élite avec que des Terminators, souvent on va avoir envie de jouer de la Deathwing. Et si vous avez envie de quelque chose un petit peu en mode, là encore une fois, culte de la vitesse avec que des unités rapides sur moto, on va avoir envie de jouer la Ravenwing. Alors on va reparler un petit peu de Cypher. Donc Cypher qui a été un élément important du passage justement à la V8 avec la cicatrice Malegitum. Pourquoi ? Parce qu'il est dans justement les romans, dans les suppléments de campagne de Gathering Storm, et il a réussi, sa mission c'était, ça a toujours été de se rapprocher le plus possible du trône d'or de l'empereur, et dans Gathering Storm il était au pied de cet endroit inaccessible, mais on lui a refusé. Donc c'est Roboute Guilliman qui... Bon alors ça après c'est le côté un petit peu bizarre de l'histoire, c'est on l'autorise à aller jusqu'au pied du palais, du trône d'or, mais au dernier moment finalement on se dit allez non on va l'arrêter parce que bon faut pas déconner. Enfin, je veux dire pourquoi aller jusque là, hein, on aurait pu l'arrêter même avant qu'il vienne sur Terra, on sait jamais. Alors après on sait aussi que Cypher c'est un personnage très énigmatique qui va tantôt combattre du côté de l'Imperium, tantôt combattre du côté du chaos. Donc c'est ce qui entretient ce petit côté, on ne sait pas forcément s'il est vraiment gentil ou pas. L'idée aussi, c'est que si Roboute Guilliman, qui lui passe vraiment pour le parangon de défenseur de l'humanité, s'il juge
que Cypher n'a pas à venir rencontrer l'empereur, on peut penser que c'est un petit peu aussi, on va dire que Cypher serait plutôt un agent négatif en fait. Après, on peut aussi se rappeler de la réaction de Marneus Calgar, justement, quand Belisarius Cawl est venu, justement, ressusciter, entre guillemets, Roboute Guilliman. Et on pourrait se dire que peut-être que Cypher est là aussi pour, alors, entre guillemets, ressusciter l'empereur. Hein. C'est une des théories qui peut exister, ou alors au contraire, enfin, il y a une théorie qui dit que l'idée de Cypher, en fait, c'est de tuer l'empereur pour lui permettre de renaître, en fait. Et que l'empereur ne peut pas revivre et se réincarner parce que, justement, il est incarcéré dans le trône d'or. Et à défaut de pouvoir mourir, du coup, son âme, en fait, est liée à sa carcasse et peut pas, justement, revenir à la vie, entre guillemets, dans une réincarnation. Voilà. Donc ça, c'est une des théories assez intéressante de Warhammer 40 000. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi avec les Dark Angels, c'est qu'ils sont vraiment très liés à tout ce qu'on peut vivre un petit peu dans l'historique. Donc voilà, hop, on va passer un petit peu pour l'historique, parce qu'on a déjà eu pas mal de fluff. Alors, la Ravenwing. La Ravenwing, on vous présente ces guerriers, donc tous équipés de motos, aucun personnage à pied, tout ce qui est moto, véhicule, hein, parce qu'il n'y a pas de réacteurs dorsaux, au contraire, donc là c'est vraiment plus les unités mécanisées, on va dire. Et leur but, c'est d'essayer de traquer justement les déchus, rechercher les informations, les encercler, et trouver le moment propice pour justement activer leur balise de téléportation pour la Deathwing. Et la Deathwing, eux, c'est vraiment le point blindé. Ils sont là justement pour achever, fait avec leur grande puissance de feu et leur grande résistance, achever tout ce qui était, tout ce qui est Fallen justement. Et il y a un petit passage qui est sympa qui présente justement la vision de la Deathwing. Ils étaient cernés, nous écrasons les défenseurs impériaux de Zambesque sous le nombre à 1000 contre 1, mais je suis la bataille perdue, ou le moment où je vis l'éclair de téléportation et les armures blafardes. Donc, pour vous dire qu'ils peuvent retourner la situation, et que c'est vraiment l'armée d'élite. Alors eux, bien sûr, hein, leur but, c'est de traquer les déchus et justement de les capturer. Parce que le but des Dark Angels, c'est pas forcément de tuer les déchus, mais plus de les capturer pour qu'ils révèlent en fait des informations. Et dans l'idée même, on va voir ça plus loin avec les chapelains, de faire en sorte qu'ils confessent leurs péchés et qu'ils se repentent en fait. C'est ça l'idée en fait pour racheter le chapitre. Alors, ensuite, donc là on a les chapitres successeurs, avec à chaque fois des choses... Ah ici, une chose qui est assez intéressante, c'est que chez les Dark Angels, tous les chapitres successeurs, de façon secrète, agissent en fait pour le compte d'Azrael, qui est le grand maître en fait des Dark Angels. Alors que dans tous les autres chapitres, en fait, chaque grand maître décide de l'avenir de son chapitre. Pour les Dark Angels, secrètement... même s'ils portent des noms différents, ils auraient fait toujours quoi qu'il arrive à Azrael, et du coup on peut considérer que les Dark Angels sont quand même restés une légion, mais de façon secrète, hein, parce que bien sûr c'est interdit par le codex Astartes, mais d'auréoler de mystère, toujours les Dark Angels continuaient là-dessus. Alors on va avoir des chapitres nouvellement créés avec justement les Primaris, et ça me permet de faire le petit lien sur comment sont perçus en fait les Primaris au sein des Dark Angels. Donc bien évidemment, l'idée c'est que comme il y a des secrets, on peut pas se permettre, les Dark Angels peuvent pas se permettre de directement tout révéler aux Primaris, et pour l'instant, il n'y a aucun des Primaris en fait qui a été introduit au secret du chapitre. Mais immanquablement, étant donné la valeur que peuvent avoir les Space Marine Primaris au combat, les Dark Angels se disent qu'au fur et à mesure, immanquablement, il y a un moment donné où certains vont pouvoir rejoindre en fait les cercles intérieurs. Vous savez, cette histoire de cercle où vous avez toujours des cercles concentriques qui représentent bien les secrets, où à chaque palier vous découvrez les nouveaux secrets en fait du chapitre. Donc le côté Primaris et Dark Angel, il est traité assez rapidement en fait. On vous dit simplement que les Dark Angels reconnaissent leur mérite, mais ne leur font pas encore suffisamment confiance pour justement leur révéler les secrets. Voilà. Bon, là-dessus c'est un petit peu léger. Par contre, on a vraiment du lourd dans toute cette partie-là. Et alors si vous avez vu, si vous avez lu certaines histoires de fluff, vous savez que Luther était emprisonné depuis l'hérésie d'Horus dans une cellule au cœur du roc.
Ah et tiens, j'ai pas parlé du roc non plus. Très rapidement, ce qui restait de la planète Caliban, en fait, a été réduite juste à une forteresse monastère au-dessus d'une montagne, ce qu'on appelle le roc. Et en fait, ces champs de force la protégeaient. Et ce qu'ont fait les Dark Angels, c'est qu'ils ont transformé cette forteresse monastère en vaisseau capable, plutôt que vaisseau, même en station de combat, capable justement de voyager. Et maintenant, leur monde chapitral, donc qui est le roc, voyage à travers les étoiles et c'est devenu une des plus puissantes bases de combat de l'Imperium. Et donc, on vient à Luther. Au sein du roc, il y avait en fait un endroit dans lequel on avait justement Luther qui était resté enchaîné en secret. Et à la suite des événements, alors je crois que c'est les événements qu'il y a eu dans les livres de campagne, alors je sais plus comment ça s'appelle celui où on a eu en fait le retour de Magnus. Suite au retour de Magnus, les Dark Angels ont été... bon, je vais pas trop détailler, parce que là, je vais repartir sur 1 heure de fluff. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu en fait le changelin qui est venu libérer Luther, et que Luther a pu s'échapper, tout simplement. Alors, je crois que c'est le changelin, hein, mais ou c'est peut-être Cypher, peut-être, je sais plus. Il faudra que je relise, et bon, je vais pas lire là. Mais Luther a été, quoi qu'il arrive, libéré. Et je résiste pas à l'envie de vous lire le dernier petit passage de Fluff, donc le plus noir des anges. Des rumeurs, signatures psychiques et confessions arrachées sous la torture feront état d'un rassemblement dans l'un des recoins les plus sombres du secteur Nihilus. Donc le secteur Nihilus, hein, c'est toute la partie qui est séparée de l'Astronomicon par la grande cicatrice. On parle d'une assemblée de nombreux Fallen, d'une légion corrompue à nouveau réunie en nombre suffisant pour mettre la galaxie à genoux. Seul Azrael a une idée de l'identité de leur chef. Et leur chef, bien évidemment, c'est Luther. Alors seul lui... Et ça veut dire qu'en fait, il y a potentiellement parce que là on parle de légions, hein, vous savez, les légions, c'est vraiment beaucoup plus grand qu'un chapitre, hein, donc c'est quelque chose qui est une menace qui est bien plus grande. Parce que, ah oui, il y a un passage qui est vraiment intéressant aussi, il y a tellement de fluff, c'est qu'à un moment donné... Ézéchiel, dont on parlera tout à l'heure, a une vision, justement, dans ces périodes où la cicatrice malédictum apparaît, où il y a cette grande déchaînement warp. Il a une vision, en fait, du nombre de déchus qui sont encore dans la galaxie. Et alors qu'il pensait qu'il en restait que quelques-uns répartis dans la galaxie, en fait, il se rend compte qu'il y a une véritable légion, donc c'est-à-dire beaucoup plus que le nombre de Dark Angels encore en vie, qui était, alors si on prend que le chapitre des Dark Angels, qui était encore en activité et qui, justement, vont se rassembler autour de leur chef. Donc ça laisse présager de très grandes choses justement pour l'avenir de Warhammer 40 000. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure en préambule. Voilà, on va revenir juste à la fin là-dessus. Alors, on avance un petit peu. Illustration, combat avec les tyrannides. Voilà, j'aime bien quand il y a des tyrannides. Alors, Azrael, on vous présente le grand maître suprême. Alors, s'il y a des mots qui reviennent toujours hein, sur les Dark Angels, c'est le mot taciturne. Taciturne, secret, austère, reclus, inquiétant. Et à chaque fois, chaque Dark Angel, c'est déjà l'incarnation même du mot taciturne. Et chaque échelon supplémentaire, on vous dit que c'est encore plus. Donc, le principe avec Azrael, c'est que c'est bien sûr un des plus compétents, un des plus secrets et un des meilleurs combattants qu'a l'Imperium. Et la petite subtilité, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que tous les chapitres successeurs des Dark Angels obéissent secrètement à Azrael. Ce qui veut dire qu'on peut considérer qu'Azrael sera à la tête d'une des légions, donc d'une des forces les plus puissantes de l'Imperium, si ce n'est la plus puissante. Hein, parce que les légions, faut se rendre compte de l'application, hein, c'est beaucoup de chapitres Space Marine, tous réunis ensemble. Et comme dans l'idée, rien qu'un chapitre complet, c'est déjà une force, une des meilleures, enfin une des plus puissantes forces de l'Imperium, avoir plusieurs chapitres réunis, Azrael, Master Badass. Alors, ensuite, Ézéchiel, on peut parler un petit peu des personnages spéciaux. Donc là, c'est en fait l'archiviste suprême, dans ses petites particularités. Donc du coup, il garde en fait toujours avec lui un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, un livre qui va en fait contenir tout le nom de tous les Fallen, écrits avec les lettres de leur sang, jusque là en fait qui ont été découverts par les Dark Angels. Donc avec ce qu'on apprend, hein, et puis le fait qu'il y ait encore une légion de Fallen, j'espère qu'il y a encore de la place sur ces pages. Hein.
On parle aussi un petit peu des guetteurs des ténèbres, ça c'est une particularité en fait du chapitre des Dark Angels, c'est que vous avez des créatures encapuchonnées, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, mais on sait que c'est des entités qu'il ne faut absolument pas déranger et qui viennent, qui vont et viennent dans le roc et qui ont accès en fait à tous les secrets du chapitre, tout simplement, ils vont vraiment où ils veulent, mais qu'absolument il ne faut surtout pas les déranger et ne jamais leur parler ni les interrompre. Si vous aimez Mass Effect, moi ça me fait penser un petit peu à ce qu'il y avait dans la Citadelle, hein, je sais plus comment ils s'appelaient, là, les créatures qui étaient dans la Citadelle et qui s'occupaient de gérer la Citadelle et qui, du coup je me demande d'ailleurs si ça n'a pas été repris, hein, pourquoi pas, il y a tellement de liens entre les différents historiques, donc voilà. Alors ensuite les chapelains, ça c'est très important au sein des Dark Angels, pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont la lourde tâche en fait d'interroger les Fallen qui ont été capturés et puis de leur faire de les torturer pour les faire parler, pour les faire se repentir et surtout aussi bien sûr évidemment donner des informations sur la localisation des autres déchus. Voilà, on va passer un petit peu parce que c'est vrai que là je me suis laissé un peu emporter par le fluff, mais je sais que parmi vous il y en a qui aiment bien aussi le fluff, hein. C'est aussi pour ça que vous regardez les vidéos, je n'en doute pas. Donc pour la suite on va passer un peu plus rapidement, pourquoi ? Parce qu'on va retrouver exactement ce qu'on peut voir dans le Codex Space Marine avec les différents échelons, bien sûr les Intercessor Squad qui sont arrivés, voilà les modes de recrutement, donc toutes les nouvelles unités qui sont au sein des Dark Angels, évidemment. Donc là, on vous met bien en avant à chaque fois les nouvelles illustrations. Comme je le rappelle un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage qu'on oublie un petit peu le tactique de base. Alors je sais que l'idée, c'est de faire accepter les Primaris, mais je pense que pour un chapitre comme les Dark Angels, qui justement a un peu de mal à faire confiance justement aux Primaris, pourrait peut-être un petit peu moins les mettre en avant. Voilà, bon. Donc Samael, une unité assez spécifique, c'est un des grands maîtres, c'est le grand maître de la Ravenwing, c'est un des grands maîtres Dark Angel qui pilote une des dernières motojets, si ce n'est la dernière motojet encore en existence. Du côté de l'Imperium évidemment, parce que s'ils ont pu Kino Zeldar, il n'y a aucun souci. Donc après les motos de la Ravenwing, qui sont un petit peu spécifiques. Il y a aussi évidemment les chevaliers au sein de la Ravenwing, qui sont l'unité d'élite. Pas mal de Landspeeder, évidemment. Alors, les unités spécifiques du chapitre, donc on a le Landspeeder Vengeance, qui est une sorte de Landspeeder avec... alors, il y a deux modèles, soit un modèle avec une coupole, un petit peu une sorte d'autel de prière qui se balade sur le champ de bataille, et puis cette version avec un gros canon plasma, parce que le plasma, hein, c'est l'arme privilégiée par les Dark Angels. Alors, je trouve que là, par contre, ça a été peut-être un petit peu... J'aurais aimé trouver, alors j'ai peut-être un petit peu trop, j'ai peut-être pas trouvé le passage qui le mettait vraiment en détail, mais l'arme principale des Dark Angels, ça a toujours été le lance-plasma, et ça transparaît pas trop dans le codex en fait, hein. On pourrait avoir par exemple des plasmas qui surchauffent jamais, ou ce genre de choses. Bon voilà, là-dessus j'étais un petit peu déçu sur cet historique. Et puis après ils ont aussi donc des appareils... spécifiques au chapitre, donc le Nephilim et le Dark Talon qui sont, on les reverra un petit peu dans les règles. Je ferai un petit peu de détails sur les règles, qui sont justement des choses qu'on va retrouver que chez eux. Alors Belial bien connu pour sa figurine un petit peu décriée, et on va voir pourquoi. Donc là c'est le Dark Angel le plus exigeant, qui après chaque triomphe s'auto-punit parce que certains de ses frères sont morts. Donc voilà, ça c'est pour donner un petit peu d'historique sur lui. Alors les Deathwing Knights, c'est justement l'élite au sein de la Deathwing, donc des Terminators. Ça, je vais détailler un peu plus dans les règles, parce que comme justement ils sont un petit peu différents, dans les règles je vais m'attacher plutôt aux unités différentes, plutôt que de refaire comme si je faisais le Codex Space Marine. C'est l'inconvénient quand on voit les Blood Angel et les Dark Angel, c'est qu'on a l'impression en fait de refaire le Codex Blood Angel, le Codex Space Marine. Donc je vais passer un petit peu plus sur tout ce côté fluff. Voilà, donc on vous représente les véhicules. Je laisse apprécier quand même les illustrations. Ça c'est une très belle illustration, enfin moi qui m'a saisi, parce qu'il y a vraiment cette impression de vitesse. On voit un petit peu les décors, les décors tels qu'on peut les imaginer dans Warhammer 40 000, qui sont vraiment immenses. Vous voyez la taille de l'arche. Voilà, on voit bien un petit peu toutes les différentes plateformes qui sont utilisées sur le châssis du Rhino. Alors les Land Raiders, évidemment très important dans le chapitre,
Parce qu'évidemment, pour transporter des Terminators au sein de la Deathwing, on a le droit que au Land Raider. Voilà, Stormraven. On arrive sur les figurines. Alors les figurines de Dark Angel, c'est des figurines qui sont très anciennes pour la plupart, qui n'ont pas été refaites. Et c'est vrai qu'elles accusent un petit peu leur âge. Ça, on va le voir. Ezekiel, je ne sais pas à quelle année il est sorti, mais quand on voit la gravure de l'épée, etc., c'est bon, ça fait un petit peu vieux. Alors l'Asmodée, lui, je crois qu'il avait été refait. C'est sûr, même je crois qu'il avait été refait un peu plus récemment. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution sur la sculpture. C'est un peu moins mastoc. Azrael, c'est pareil, on retrouve le côté à l'ancienne, sur le côté, l'épée en l'air. Voilà. Donc là, vous voyez, quand on voit les nouveautés Primaris, donc ça c'est pas mal. Ça c'est, vous pouvez, alors le capitaine, c'est un blister qui est sorti, qui va sortir en même temps que le codex. Et puis vous avez aussi une grappe d'amélioration qui vous permet de personnaliser vos unités. Vous voyez, avec par exemple ça, là, des petits reliquaires avec des ossements, vous voyez, ce genre de choses, les épaulettes Dark Angel spécifiques, pour justement personnaliser un peu vos unités de Primaris. Donc ça, les Dark Angel tels qu'on les connaît le plus, vous voyez, on les voit un petit peu là, c'est dommage de ne pas les mettre plus en avant. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage dans l'historique. Donc, Belial, magnifique sculpture, très 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 statique. C'est vrai que c'est une figurine qui n'est pas la plus appréciée, et c'est vrai que moi, à une époque, j'avais envie justement, il y a de ça quelques temps, de me faire justement une Deathwing. Et la Deathwing, pour la jouer, on devait absolument avoir Belial. Et c'est vrai que cette figurine-là, ça m'a un petit peu réfréné. Alors, bon, comme elle n'a pas changé, comme j'ai pas le temps de me relancer dans une nouvelle armée, ça va pas non plus être tout de suite. Hein. Donc là, je vous laisse apprécier les figurines. Donc il y a beaucoup de motojets, enfin de motos un petit peu spécifiques avec les ailettes. Voilà. Donc là, une des dernières figurines qui avait été sortie, vous voyez tout de suite, hein, c'est beaucoup plus dynamique. On a le point, bon, il y a toujours cet aspect, je lève mon sceptre, mais vous voyez, ou le Librarian, ça qui était dans la boîte de Dark Vengeance, je crois, justement. On continue, là vous avez l'habitude, donc l'armée typique des Dark Angels, c'est l'alliance entre des Dark Angels basiques, peints en vert, la Deathwing, la Deathwing Up, la Deathwing ici, peint en os, et la Ravenwing, peint en noir. Voilà, vous avez ces trois forces qui viennent justement se mettre ensemble, avec à chaque fois le grand maître de chaque compagnie. Alors, on arrive sur les règles, voilà. Donc les règles de base, on la verra après, puisque vous savez, c'est un petit peu plus loin. Par contre, qu'est-ce qu'on va avoir? Les règles spéciales pour les unités de la Ravenwing, le zigzag. Donc si cette unité avance, elle gagne une sauvegarde invulnérable de 4+, contre les attaques de tir, jusqu'au début de votre prochaine phase de mouvement. Voilà. Et le cercle intérieur, alors là c'est un petit peu restreint. Donc déjà, si le bon bonus, cette unité réussit automatiquement les tests de morale, pourquoi pas, c'est pas mal. De plus, vous pouvez relancer les jets de touche ratés en phase de combat pour les attaques effectuées par cette unité qui cible une unité de Fallen. Donc ça, autant dire que c'est bien pour le fluff. Alors ça, vous verrez que je pense que c'est... pour moi, dans tout ce que j'ai lu jusqu'à présent dans les codex, j'en ai lu quand même pas mal, je pense que c'est le codex qui s'appuie vraiment le plus sur l'historique, et on va retrouver vraiment le plus de règles spéciales qui sont au service en fait du fluff. Donc ce qui n'est pas forcément très fort, parce que justement vous n'allez pas souvent jouer contre des Fallen, mais ce qui en termes de jeu, je trouve appréciable. On n'a pas forcément tout le temps de l'optimisation, donc des fois on a envie de jouer justement en mode thématique. Alors Azrael, on va voir un petit peu ses équipements. Donc bon, au niveau des stats, hein, force 4, endurance 4, ça touche sur du 2+, ça bouge à 6, c'est du classique, point de vie 6, c'est du classique, attaque 5, c'est pas mal, sauvegarde 2+. Alors il a l'épée des secrets, une arme de mêlée bien sûr, force +2, donc ça fait force 6, moins 3 à la sauvegarde, D3 blessures, et pour chaque jet de 6, la cible subit une blessure mortelle en plus, voilà. Donc ça reste du classique. Après, bien sûr, il a le bonus des maîtres de chapitre. Vous pouvez relancer les jets de touche ratés pour les unités Dark Angel amis à 6 pouces ou moins. Donc c'est tous les jets pour toucher, hein, que ce soit au corps à corps ou au tir. Donc ça, c'est vraiment une belle aura, un beau bonus. Tout en sachant que, bien sûr, en plus, il a le Home du Lion. Le Home du Lion, c'est... Alors là, c'est, petit point de règle, c'est les figurines Dark Angel à 6 pouces d'Azrael, et pas les unités. Ce qui veut dire que ça réduit pas mal. Parce que là, vous voyez, c'est les unités à 6 pouces, tandis que là, c'est vraiment que les figurines, pour vous représenter vraiment le dôme de champ de force. Donc toutes ces unités ont une 4+, invulnérable. Après un petit bonus, vous recevez un point de commandement en plus, et vu le nombre de stratagèmes, c'est plutôt pas mal hein, maintenant. C'est vrai que plus les codex avancent, plus à mon avis les stratagèmes vont prendre de l'importance,
Et justement, tout ce qui permet de gagner des points de commandement en plus, ça me paraît vraiment très intéressant. Alors Bélial, au niveau des statistiques, ça va être grosso modo la même chose qu'Azraël. Ensuite, l'épée du silence, donc là il a force plus 1, PA-3 et dommage 2. Et cette arme blesse toujours sur 2+, sauf si la cible est un véhicule. Donc ce qui peut être pas mal. Il a un petit bonus, donc lame de parade, votre adversaire doit soustraire 1 au jet de touche pour les attaques ici Bélial en phase de combat. Donc ce qui le permet de survivre un petit peu plus. Puis bien sûr, rite de bataille, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les unités d'Archangel amis à 6 pouces ou moins de Bélial. Et le bonus pour les unités de la Deathwing, c'est tous les jets de touche ratés. Et donc pas uniquement, enfin là bien sûr pas uniquement au corps à corps, mais justement si vous faites une frappe avec les Terminators qui sont de la Deathwing, il y a moyen avec Bélial de faire des bonnes petites surprises, on le verra dans les stratagèmes. Il y a un petit stratagème qui fait plaisir, qui peut permettre de faire des bonnes Alpha Strike, hein, c'est-à-dire vous arrivez, vous envoyez du pâté, et puis vous renvoyez, enfin on va revoir ça. Alors c'est pareil, pas mal d'unités, on peut voir Samel, comme ça on aura vu tous les grands maîtres. Donc là, mouvement de 14, évidemment. Alors Samel, ici, il peut être présent sur 2 véhicules, soit sur sa moto-jet, ou soit dans son land speeder, voilà. Alors bien sûr, on peut jouer qu'une seule des incarnations, on ne peut pas avoir les 2 figurines présentes. Donc là, ça va plutôt pour le tir, il a un canon en plasma, 36 pouces lourd de D3, force 7 PA -3, dommage 1. On peut le faire surchauffer, par contre, sur un jet de touche de 1, le porteur est tué. Alors, ça serait dommage quand même de tuer Samel juste... Enfin, c'est là où vous voyez, j'aurais aimé que, étant donné l'affinité qu'ont les Dark Angel avec le plasma, que ce soit peut-être qu'une blessure mortelle, vous voyez, mais pas directement Samael, grand maître, qui se tue sur une surchauffe de son plasma. Parce que là, personne ne va avoir envie d'utiliser son plasma surchargé. Hein. Alors bien sûr, comme il a le rite de bataille, vous pouvez relancer le jet de touche de 1, mais faire 2 fois 1 sur un lancer de dés, ça c'est déjà vu. Voilà, c'est là où je trouve ça un petit peu dommage sur le côté le plasma. Voilà. Alors on va passer après toutes les unités qu'on va retrouver dans tous les codex. Les Asmodei, un petit Asmodei pour la peine. Donc cercle intérieur, ça c'est une règle qu'on va justement trouver qui permet de réussir ces tests de commandement. Alors la lame de la raison, force utilisateur, pas de PA, dommage D6. Bon, pas très efficace. Crodus Arcanum, force plus 1, PA -1, dommage 2. Voilà, ça aurait mérité peut-être une PA -2, je sais pas. Alors c'est vrai qu'en termes de combat, c'est pas forcément ce qui va être le plus intéressant, parce qu'il a que 3 attaques au combat, enfin 3 attaques en charge. Après, si on va le jouer, ça va être vraiment pour son bonus. Hein. Par Gondet, vous pouvez relancer les jets de touche ratés en phase de combat pour les unités d'Archangel à 6 pouces ou moins d'Azraël. En outre, augmenter de 1 la caractéristique d'attaque des unités d'Archangel, amis d'infanterie et de motards, qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'Asmodei. Donc c'est vraiment pour son aura qu'on va le jouer, hein, parce qu'en termes de compétences martiales, lui, il ne va pas faire grand-chose, parce qu'il n'est pas forcément très bien équipé. Par contre, gagner plus une attaque pour tout le monde et pouvoir relancer, c'est tous, hein, c'est pas que les jets de 1, ça vous fait un gros bonus. Hein. Ensuite, on va continuer. Donc c'est même un petit peu louche hein, qu'il y ait des primaries chaplains hein, au sein des Dark Angel. Bon, après, évidemment, il faut que tout le monde puisse jouer. On ne peut pas non plus faire en sorte que le fluff soit la seule raison d'être des armées. Il faut aussi un petit peu d'équilibre. Donc on va passer un petit peu toutes ces unités. Je vous laisse regarder. On retrouve les différents types d'armures à chaque fois. Donc là encore une fois, hein, comme dans tous les codex Space Marine, surtout Blood Angel, Dark Angel, vous avez beaucoup de choix QG. Donc on peut vraiment utiliser presque avoir une armée constituée uniquement de personnages. Sur les troupes, on passe assez vite. Parce que là, bon, rien de bien neuf. Champion de compagnie, les vétérans. Voilà. On va passer tout ça. Alors je vous laisse regarder hein, si vous avez envie, mais je n'ai pas forcément commenté tout ça. Ça ferait encore une fois trop de choses. Alors, les Deathwing les Deathwing Knight. Donc, leur principe avant, c'est qu'ils pouvaient vraiment se regrouper ensemble et qu'ils avaient des compétences bien plus grandes. Ils pouvaient se regrouper, et puis je crois qu'ils faisaient ils tapaient très fort. Là, le chef, donc du coup, le sergent Fléau des Impardonnés, le sergent, le master, hein. Donc il a une arme de mêlée, force plus 2, donc ça fait force 6, PA -3, donc c'est très bien, dommage 2, et la petite règle spéciale, c'est que toutes les touches
enfin tous les dégâts pardon, qui vont pas pouvoir être alloués. Par exemple, typiquement, vous tapez sur une unité qui est constituée de figurines de 1 point de vie. Si vous mettez, si vous mettez 3 touches qui passent, vous avez la possibilité de répercuter en fait les dommages perdus sur d'autres figurines. Ce qui fait que même si vous avez qu'une seule touche qui passe, ce qui est intéressant, c'est que si l'adversaire rate juste une sauvegarde d'armure, du coup, ça va faire 2 figurines qui vont être tuées. Voilà. Alors après, il n'y a que le master qui a cette arme-là. Les autres, en fait, vont avoir la masse. Donc force x2, force 8, PA-2, et là, directement, dommage 3. Donc là, on est là pour taper de la grosse endurance. Après, ils ont tous le bouclier Storm, donc sauvegarde invulnérable à 3+. Donc autant dire qu'elle va être souvent utilisée, parce qu'il y a beaucoup de PA qui se baladent. Donc dès qu'on a une petite PA, maintenant les Terminators, s'ils n'ont pas de sauvegarde invulnérable, c'est vrai que c'est beaucoup plus sensible que ce qu'on pouvait avoir avant. Mais après, pas d'autres bonus. Donc on verra après pourquoi. Ça c'est une nouvelle façon de construire à mon avis les codex. Je vous le dis au cas où j'oublierai tout à l'heure, c'est que on peut leur rajouter des bonus, mais ça va être uniquement par le biais de stratagèmes en fait. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir beaucoup de points de commandement. Alors bien sûr, vous pouvez avoir les différentes armures Terminator, Cataphracti, Tartaros, classique. Alors les Dreadnought, voilà. Contemptor, le Rédemptor, évidemment. Là, par contre, c'est classique, pas de Dreadnought particulier. On va laisser ça au chapitre des Blood Angels. Ensuite, on continue. Toujours les Servitors, toujours inutile. Les River Squad, les Scouts, voilà. Ça, on passe, je vous dis encore une fois, c'est comme du Codex Space Marine. Donc, on va pas trop s'attacher dessus. On continue. On va peut-être juste s'attacher un petit peu au Black Knight, vous voyez, Black Knight. Donc eux, c'est vraiment les unités, l'élite, un petit peu, ce qu'on a vu juste à l'instant avec les Terminators, là ça va être la même chose avec les motos. Donc déjà, ils ont tous en fait sur leur moto des serres à plasma, donc c'est tout simplement d'une sorte de fusil à plasma, portée 18, assaut 2, force 7, PA-3, dommage 1, qu'on peut aussi surcharger. Bon là, si on en perd un, c'est moins grave, ils ont que 2 points de vie, c'est pas comme Samael. Et puis ils ont aussi le marteau Corvus, donc arme de mêlée, force +1, PA-1, dommage 1. Et chaque jet de blessure de 6 obtenu par cette arme inflige D3 dégâts au lieu de 1. Voilà. Donc ça, c'est les petites particularités. Vous pouvez avoir une unité qui est assez polyvalente. Pourquoi? Parce qu'elle est très rapide. Elle peut justement faire mal au tir, parce que harceler quand même au plasma, ça peut faire mal. Et puis aussi, se débrouiller assez bien au corps à corps. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils ont une endurance de 5, ce qui fait qu'ils vont être plus difficiles à blesser. Ils ont la règle cercle intérieur, ça veut dire qu'ils vont réussir automatiquement leur test de commandement. Donc voilà, un petit peu l'unité d'élite assez polyvalente. Donc ensuite, Dévastateur, Hellblaster, voilà, ça vous avez l'habitude, avec tous les plasmas qu'on peut choisir, c'est comme du Space Marine. Là aussi, on va aller assez vite, parce qu'il n'y a rien de neuf. Voilà, vous trouvez toutes les unités qu'on peut trouver dans le codex Space Marine. Ça, si je ne l'ai pas dit 10 fois avec ce codex. Voilà, le Répulsor. Et voilà, donc là, on arrive sur les unités spécifiques. Donc le Dark Talon et puis le Nephilim. Alors Nephilim, très classique, pas vraiment de... C'est un avion, simplement, avec un Mega Bolter Avenger, portée 36, lourde 10, force 6, PA-1, dommage 1. Voilà, pas mal pour l'infanterie. Ensuite, il a 2 lance-missiles, lourde 1, force 7, PA-3, dommage 2. Bon, c'est pas celui qui me fait le plus rêver. Je préfère le Dark Talon, pourtant en termes de puissance il coûte moins cher, mais au moins il a le canon Rift. Le canon Rift qui fait plaisir. Alors après l'inconvénient c'est qu'il a une portée très réduite, 18, enfin très réduite. Comme vous avez un gros mouvement comme les avions comme ça, c'est moins un problème. Mais donc lourde D3, force 10, PA-3, dommage 3. Et le petit bonus, c'est que à chaque fois que vous mettez des dommages, vous pouvez regarder le score qui est ici, et si vous jetez un dé, donc du coup, si vous faites 3+, vous allez rajouter D3 blessures mortelles. Donc ça peut quand même bien user en fait si vous êtes sur un véhicule, il y a moyen de gratter comme ça pas mal de petits points de vie, ce qui est plutôt pas mal, parce que force 10 quand même, ça va être assez facile de blesser. Puis vous avez la règle mitraillage qui permet de rajouter 1 si vous tirez sur une unité qui n'a pas le mot-clé vol.
Alors petit décalage, désolé pour vous ça va être transparent, mais là je viens juste de perdre 20 minutes à finir de discuter du codex et ça n'a pas enregistré. Vous savez que j'avais toujours eu ce genre de problème, donc voilà, là ça vient de m'arriver. Pour vous c'est transparent, pour moi c'est extrêmement relou, donc voilà, désolé du petit saut. Alors on continue, donc bombastase, alors vous voyez, il faut que je recommence tout, ça va être compliqué, c'est dire si moi aussi je dois avoir de la résolution comme les Dark Angel pour continuer quoi qu'il arrive. Bombastase, une fois parti, vous pouvez lâcher une bombastase, c'est-à-dire que vous passez au-dessus d'une unité, et puis pour chaque figurine de l'unité, jusqu'à un maximum de 10, vous jetez un dé sur un 4+, l'unité subit une blessure mortelle, donc ça peut être pas mal justement pour déblayer une petite unité, même cachée dans un décor ou ce genre de choses. Donc voilà, et donc oui, entre les deux, entre le Dark Talon et puis le Nephilim, bon bah voilà, moi j'aurais tendance quand même à préférer le Dark Talon déjà parce qu'il a un équipement un petit peu plus original, et puis la petite bombastase ça peut être sympa. Donc voilà, le Stormraven, donc Arsenal du Roc, alors ça va être compliqué pour moi parce que je viens déjà de tout dire, j'ai l'impression de me redire et tout, donc excusez-moi si je suis un petit peu déstabilisé, mais bon, on continue. Donc là, ça c'est tout ce qu'on peut avoir comme équipement, c'est classique du Space Marine, et comme je disais, avec toutes les armes qu'on peut avoir avec deux types de tirs, surcharge standard et puis enfin voilà les deux types de tirs, c'est vrai que bon, ça a vite fait de faire des pages et des pages. C'est comme du codex Space Marine, donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Là vous voyez qu'on est un petit peu réduit quand même en tout ce qui est armes de corps à corps, donc on va plutôt être sur une armée plutôt portée sur le tir, hein, c'est normal avec les Dark Angel. Voilà, donc là la figurine de Cypher qui a été refaite assez récemment, figurine très réussie. Là vous voyez beaucoup de Primaris. Vous voyez, et en termes d'historique, je suis pas certain que les Primaris seraient autorisés à être déployés aussi près de Cypher. Hein. Voilà, bon. Alors, on arrive sur les règles pures spécifiques au Dark Angel. Donc, on a âpre résolution. Âpre résolution, donc vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour cette unité chaque fois qu'elle tire, y compris en état d'alerte, tant qu'elle ne s'est pas déplacée à la phase de mouvement précédente. Donc ça vous encourage vraiment à jouer une armée frontale où on se pose. Justement, là, on pense tout de suite aux escouades de Hellblaster. Vous mettez une escouade de Hellblaster avec le canon plasma qui tire loin. Elle bouge pas de son décor. Vous pouvez relancer les 1, ça veut dire que vous êtes quand même encouragé à surcharger vos plasmas hein, sans qu'il y ait de soucis. Alors dans les stratagèmes, je vais détailler les stratagèmes qui moi me paraissent le plus spécifiques justement au Dark Angel, parce que c'est vrai qu'on va retrouver des choses qui sont présentes un petit peu tout le temps dans les codex, donc je ne vais pas forcément m'attacher dessus, je vais plutôt aller sur les choses un petit peu sympas. Donc munitions à stase, donc utilisez ce stratagème juste avant qu'une figurine Ravenwing de votre armée attaque un personnage ennemi avec un lance-grenade, effectuez un seul jet de touche pour l'arme en ajoutant 1, si le tir touche, la cible subit D3 blessures mortelles. Donc ça peut être pas mal de vous mettre dans une bonne petite position avec vos motos, et puis réussir à grappiller comme ça un petit peu plus les points de vie d'un personnage, ce qui est en corrélation en plus avec la mission de la Ravenwing. Donc ça voilà, c'est pas mal. Alors, j'en parlais tout à l'heure, l'assaut Deathwing, donc pour 2 points de commandement si votre unité est constituée de 5 figurines de 3 points de commandement sinon, vous pouvez, dès que vous arrivez des réserves, en fait, faire une phase de tir. Donc, comme en général, on arrive à 9 pouces, c'est-à-dire que toutes vos armes seront largement à portée, et puis vous allez pouvoir, pendant votre propre phase de tir, tirer à nouveau avec cette unité. Donc, si vous avez une unité Deathwing justement avec Belial ou ce genre de choses, ça peut vraiment être sympa hein, d'arriver, de faire une phase de tir, je relance tous mes jets pour toucher, tous mes jets pour blessé, voilà, là il y a vraiment du potentiel je pense sur celle-ci, et ça vous permet de faire une belle alpha strike où vous arrivez tout de suite, vous mettez la pression sur l'adversaire. Après, quelque chose de très intéressant aussi pour moi, parce que j'aime toujours en fait quand on retrouve dans les règles des éléments du fluff, hein, ça vous commencez à avoir l'habitude, et là il y a cette partie-là, le lion et le loup, donc vous savez que traditionnellement en fait quand sur un même théâtre de bataille vous avez à la fois des Dark Angel et des Space Wolf, traditionnellement, il y a un combat rituel entre deux champions, voilà, pour représenter le combat entre les Primarques qui a eu lieu jadis. Et là, du coup, avant le début de la bataille, vous allez choisir donc deux personnages, enfin, c'est même pas des personnages, c'est des unités d'infanterie en fait. Vous choisissez une figurine d'infanterie. Donc c'est pas forcément un personnage, ça peut être un sergent ou ce genre de choses. Sur un 4+, il prend une blessure mortelle.
Et quoi qu'il arrive, chaque figurine qui va survivre, donc oui, sauf s'il meurt évidemment, donc augmente de 1 ses caractéristiques de force, d'attaque, de capacité de combat et de commandement. C'est-à-dire CC3+, deviendra CC2+. Donc ça, c'est vraiment un gros bonus, enfin vraiment un petit bonus, enfin c'est le gain quand même est relativement sympa pour juste un point de commandement, et en plus c'est en rapport avec le fluff. Donc ça, c'est le genre de choses que moi j'aimerais vraiment voir beaucoup dans chaque codex, vraiment retrouver l'historique, et que c'est un gain en termes de jeu. La même chose avec la traque des déchus, pour un point de commandement, donc là vous allez cibler un personnage d'infanterie de l'ennemi adverse, et donc on imagine que c'est un Fallen, donc il a des informations, donc comme il va vouloir se battre, quoi qu'il arrive, il ne faut pas livrer ces informations, vous rajoutez 1 à sa caractéristique d'attaque, donc ce qui le rend un petit peu plus fort. Par contre, en contrepartie, vous pourrez relancer les jets de touche ratée des unités d'Archangel pour la phase de combat. Et de plus, relancer les jets de charge ratés des unités Deathwing et Ravenwing qui déclarent une charge contre cette figurine. Donc on peut imaginer qu'il y a des bons combos si justement vous choisissez que cette unité frappe toujours en dernier, vous choisissez de le cibler préférentiellement. Enfin, il y a moyen justement comme ça de cibler un personnage, qu'on lui donne une attaque en plus. A priori, ça va pas changer grand chose. Si c'est un gros psycheur, de toute façon, qu'il a une attaque en plus, ça va pas changer grand chose. Si c'est quelqu'un si c'est un personnage qui est dévoué au corps à corps, bon, une attaque en plus, il frappe déjà tellement fort que ça va pas non plus changer grand chose. Et au final, après, vous, par contre, vous avez vraiment un bonus pour le cibler. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Après, toujours dans la même veine, le but secret, ça c'est aussi très bien. Donc pour un point de commandement, vous utilisez ce stratagème avant le début de la bataille, et vos objectifs tactiques vont être secrets en fait. C'est-à-dire que l'adversaire ne pourra pas les connaître, et quand on sait à quel point ça peut être important dans certaines missions, justement, parce que c'est ce qui va vous faire gagner, plus que la destruction de l'adversaire, on est vraiment sur quelque chose qui, encore une fois, sert le jeu et sert le fluff. Donc un très bon point pour cet atout stratégique. Et ensuite, autre chose, forteresse de bouclier. Donc pour un point de commandement, utilisez ce stratagème au début de n'importe quelle phase de combat. Choisissez une unité de Deathwing de votre armée qui contient au moins 3 figurines équipées de bouclier Storm, et votre adversaire doit soustraire 1 à tous les jets de blessures effectués contre cette unité jusqu'à la fin de la phase. Et là, on retrouve un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à dire qu'il y a certaines unités qui avaient des règles, qui ont disparu, un petit peu à l'image des moteurs gonflés qu'on a trouvé dans le Codex Blood Angel, et qui du coup gagnent en fait ces deux nouveaux sets de compétences, mais uniquement par l'intermédiaire en fait des points de commandement. Et ça, c'est la nouvelle politique un peu de Games Workshop, je pense, de vraiment privilégier des règles spéciales à utiliser avec les points de commandement, plutôt que directement au sein des unités. Ce qui fait que ça peut simplifier un petit peu le jeu en fait, quand on veut pas aller chercher bien loin, on se dit oh, tiens, je n'ai pas envie de me casser la tête, je joue pas avec les points de commandement. Du coup, ça veut dire que vous avez tout un pan de règles en fait qui peut sauter, et du coup faire des parties plus simples. Je pense que ça va vraiment dans le sens de faciliter un petit peu le jeu, et puis aussi d'être un petit peu plus maître, de dire tiens là je fais le choix, je dépense mes points. Je pense que ça va dans le bon sens, ce genre de choses. Alors les traits de seigneur de guerre, on va tous les détailler. Donc Fureur du Lion, si votre seigneur de guerre a été chargé ou effectue une intervention héroïque, les unités d'Archangel amis 6 pouces ou moins de lui ajoutent 1 à leur caractéristique de force en phase de combat. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet de justement avoir un bon impact au corps à corps. Donc bien sûr il faut le mettre sur un seigneur qui va aller au corps à corps. Alors courage de la première légion, les unités d'Archangel Ami réussissent automatiquement les tests de morale, tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Donc ça honnêtement je dirais bof, pour moi c'est vraiment le plus mauvais, parce que déjà de base vous allez perdre au maximum une seule figurine sur vos tests, parce que vous avez la règle spéciale d'Archangel. Donc comme il y a, c'est rare en plus d'avoir à faire beaucoup de tests, comme les unités Space Marine en général sont assez réduites, je pense que voilà, c'est vraiment pas celle qu'on va privilégier. Après, bilan stratège, ça on va le retrouver assez souvent maintenant dans les codex. Une fois par bataille, vous pouvez relancer un jet de dés, et en plus, jeter un D6 chaque fois que vous utilisez un stratagème. Sur un 5+, vous gagnez un point de commandement. Donc c'est vrai qu'avec tous les différents stratagèmes qui sont sortis, je pense que les points de commandement maintenant c'est vraiment un élément très important à gérer dans votre bataille, en fait, dans votre liste d'armées, même quand vous la créez. Et justement, toutes ces petites capacités-là qui vous permettent de régénérer en fait des points de commandement au cours de la partie, à mon avis, c'est quelque chose d'assez bien si justement vous voulez une armée polyvalente, et puis vous n'avez pas forcément envie d'aller au corps à corps. Vous verrez que souvent les traits de seigneur de guerre, ils sont plutôt orientés corps à corps. Là, ça me paraît être une bonne chose, un bon petit choix. Ensuite, adepte de la traque, votre seigneur de guerre peut tirer avec des armes de type pistolet, assaut, tir rapide et grenade sur les personnages ennemis, même s'ils ne sont pas la figurine la plus proche. Et de plus, chaque fois que votre seigneur de guerre effectue un engagement ou une intervention héroïque, il peut se déplacer vers le personnage ennemi le plus proche au lieu de la figurine la plus proche.
Bon, ça, honnêtement, ça me paraît un petit peu... Enfin, il y a moyen, en fait, de se débrouiller, justement, sans ce trait-là, en fait. Même sans ce trait, il y a moyen de se mettre dans une bonne position, de se rapprocher du personnage ennemi. Est-ce que vraiment un tir de personnage, ça va changer les choses? Peut-être avec Samael, justement, c'est là où ça collerait le plus. Tiens, d'ailleurs, on va vérifier Samael, maître de la manœuvre. Eh ben, pas du tout. Mais du coup, avec un personnage comme ça, qui avait une bonne puissance de feu, qui pouvait être mobile, sur un seigneur à moto, par exemple, ce genre de choses. Alors, on va voir justement la capacité de Samael. Maître de la manœuvre, vous pouvez relancer les dés pour déterminer la distance à laquelle les unités d'Archangel amis avancent ou chargent, si elles sont à 6 pouces ou moins de votre seigneur de guerre. Voilà. Alors là, petit point de règle, pensez à bien le faire dans le bon ordre, hein, parce que si vous envoyez d'abord votre seigneur chargé, il peut arriver que du coup les unités soient plus à 6 pouces, hein, et donc du coup vous bénéficiez plus de ce trait-là. Donc le petit tips, pensez bien à charger d'abord avec vos unités, et puis après d'envoyer vos seigneurs de guerre. Ténacité obstinée, jetez un dé chaque fois que votre seigneur perd un point de vie. Ajoutez 1 au résultat s'il ne s'est pas déplacé à la phase de mouvement. Sur 6+, il ne perd pas ce point de vie. Bon, là on est sur quelque chose d'assez classique. Ouais, c'est pour ça que moi ce que je préférais là-dedans, peut-être brillant stratège qui est même aussi quelque chose d'assez classique, hein, qu'on va retrouver dans tous les codex, mais qui me paraît un peu plus polyvalent. Et puis sinon, ajouter plus en force si vraiment vous avez envie d'aller au corps à corps. Ou alors mettre de la manœuvre, ça aussi c'est pas mal si vous voulez assurer le coup pour vraiment une armée de corps à corps. Mais comme le codex d'Archangel vous encourage plutôt à faire du tir avec leur règle spéciale, peut-être ténacité, bon pourquoi pas, à vous de voir, à vous de juger. Alors, les reliques. Les reliques, c'est pareil, j'en ai 2 qui moi me paraissaient sympas. Donc le suaire des héros, votre adversaire doit soustraire 1 au jet de touche qui cible le porteur. Et comme vous pouvez le mettre sur n'importe quel personnage en fait, parce que les reliques, hein, on n'est pas obligé de le mettre forcément sur son seigneur, ça peut créer aussi des petites surprises, une petite unité qui vient créer le bazar, et ça marche aussi au corps à corps, hein, que ce soit au tir ou au corps à corps. Après, donc l'œil de l'invisible, les unités ennemies à 3 pouces ou moins du porteur soustraient 1 à leurs caractéristiques de commandement, donc pourquoi pas. Et après, de plus, les personnages ennemis à 3 pouces ou moins du porteur en début de phase de combat ne peuvent être choisis pour combattre à cette phase qu'après toutes les autres unités légitimes, même s'ils avaient chargé ou possèdent une aptitude leur permettant de combattre en premier. Donc ce qui fait que vous pouvez vraiment, encore une fois, diminuer un personnage ennemi qui vient vous charger, qui a vraiment dévolu, je sais pas, un prince démon par exemple qui arrive, ça c'est toujours emblématique. Du coup, il frappera en dernier, et c'est là où on voit que les Dark Angels sont vraiment pas mal pour tout ce qui est défensif. Et donc voilà, petite relique de Caliban. Alors ensuite, les disciplines d'intéromancie, donc c'est-à-dire les pouvoirs psychiques. On va avoir le parasite cérébral, donc une valeur de charge de 6. On choisit une unité ennemie à 12 pouces ou moins. Cette unité subit une blessure mortelle. Elle ne peut pas être choisie pour combattre à nouveau en premier, en phase de combat. Elle doit même combattre en dernier. Donc une fois que toutes les autres unités légitimes l'ont été, même si elle avait chargé ou possède une aptitude permettant de combattre en premier. Donc là, cette fois-ci, c'est pas que les personnages, ça peut être aussi l'unité qui l'accompagne. Et encore une fois, comme je vous dis, le côté très défensif des Dark Angels. Ensuite, aversion à une charge de 6. S'il est manifesté, choisissez une unité ennemie à 24 pouces ou moins du psycheur. Jusqu'à la prochaine phase psychique, l'adversaire doit soustraire 1 au jet de touche pour cette unité. Donc ça, c'est un petit peu inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, où en général, on cible une unité amie et l'adversaire aura -1 pour lui tirer dessus. Là, c'est on cible une unité ennemie et cette unité-là aura -1 pour tirer, quelle que soit sa cible. Donc, les deux, à mon avis, sont intéressants, ça va dépendre du cas de figure, parce que dans un cas de figure, votre unité a un bonus contre toutes les unités qui vont lui tirer dessus, et dans ce cas-là, c'est plutôt si vraiment il y a une unité, vous avez vraiment envie qu'elle soit moins efficace, et du coup, voilà, elle sera moins efficace. Donc les deux se valent, à mon avis, ça va dépendre un peu de la situation. Ensuite, juriste répugnance, donc valeur charge de 7, on choisit une unité à 12 pouces ou moins du psycheur, et on peut relancer les jets de touche et de blessures ratées pour les armes de mêlée de cette unité jusqu'au début de votre prochaine phase psychique. Donc là aussi, on a un bonus pour le corps à corps. Donc ça peut vous permettre de créer des grosses unités avec plusieurs personnages qui viennent donc attaquer au corps à corps, avoir avec le bonus le trait de commandement plus 1 en force, pouvoir relancer tous les jets pour toucher et pour blesser. Ensuite, trépanation, donc charge warp de 7, on jette 2d6 en ajoutant 2 si le total du test psychique était supérieur à 10, et l'unité ennemie la plus proche, à 18 pouces ou moins, est visible du psycheur, subit une blessure mortelle par point de total et excédant sa plus haute caractéristique de commandement. Donc là, on peut dire que c'est une sorte de Smith un petit peu amélioré. Alors ça va dépendre, parce que si vous faites un mauvais jet, bon, ça va pas être très intéressant, parce que même si vous passez au pouvoir à 7, si on imagine que la cible a un commandement de 7,
bon, bah, ça vous donne aucune blessure. Par contre, si vous faites un gros jet, on imagine que vous êtes sur un 11, avec le bonus de plus 2, ça porte à 13, si on compare par rapport à un commandement, on va dire, en moyenne de 7. 7 moins 13, ça fait 6, ça veut dire 6 blessures mortelles. Donc là, il y a moyen de créer des bonnes surprises si on a un petit peu de chance. Ensuite, graine de la peur, charge warp de 6. Donc, jusque la prochaine phase de psychique, votre adversaire doit jeter 2 dés et défausser le résultat le plus bas lorsqu'il effectue un test de morale pour les unités à 6 pouces ou moins du psycheur. Donc ça, c'est pareil, à mon avis, c'est un petit peu moins intéressant parce que déjà, il faut déjà avoir causé les dommages pour que le test soit raté. Et puis, il y a beaucoup de bonus qui viennent sur les points de commandement. Je suis pas sûr que ce soit la chose la plus efficace. Et après, effacement de mémoire. Donc ça m'a bien plu, c'est assez sympa. Effacement de mémoire, une charge de 7. S'il est manifesté, on choisit une figurine ennemie à 18 pouces ou moins du psycheur. Chaque joueur joue alors un D6 et ajoute la caractéristique de commandement, un petit peu comme une guerre mentale. Et si le résultat de l'adversaire est supérieur ou égal au vôtre, rien ne se passe. Par contre, évidemment, si votre résultat est le plus élevé, la figurine ennemie réduit de 1 ses caractéristiques de commandement, capacité de tir, capacité de combat pour le restant de la bataille. C'est-à-dire qu'une cité de 3+, devient 4+. Et après, on peut imaginer que c'est cumulatif, il n'y a pas de chose qui vous dit que c'est limité. Donc ça veut dire que tous les tours, vous pouvez ronger comme ça un personnage et puis faire d'une des pièces maîtresses de l'armée adverse juste un petit personnage sans aucun intérêt. Donc ça, effacement de mémoire, c'est assez sympa. Bon, c'est pareil, il faut avoir un petit peu de chance, mais ça peut quand même, là aussi, créer des petites surprises. Voilà. Alors les objectifs tactiques, ça c'est pareil, je passe un petit peu, vous avez l'habitude, à force de voir les reviews. On arrive à la valeur en points, donc ça je vous laisse regarder. Et alors qu'on croit en avoir terminé, on va repartir en mode fluff avec l'ultime secret. Alors ça c'est vraiment bien parce que c'est la dernière chose, vous voyez, qu'on trouve sur le codex. Et j'aime bien moi que un petit morceau de fluff comme ça soit caché dans la dernière page des règles. Je vais vous le lire, comme ça va être le plus parlant. Pendant près de 10 000 ans, les Dark Angels ont gardé secret les événements désastreux survenus sur Caliban. Ils n'ont jamais révélé la vérité à quiconque en dehors des impardonnés, car il leur est insupportable que d'autres sachent la honte qui les accable. Ainsi, la culpabilité et le secret les ont transformés au fil des millénaires. Depuis cette époque, l'architraître Luther avait été gardé captif au tréfonds du roc. Son existence connue seulement du grand maître suprême et des mystérieux guetteurs des ténèbres. Pendant tout ce temps, Luther hurlait avec un timbre inhumain. Il clamait aussi bien des mensonges que de grands secrets. Lors de ces rares moments de lucidité, Luther implorait qu'on le tue. Or, il s'est échappé à présent par les moyens inconnus et à des fins incertaines. Donc ça, on le savait déjà, très bien. Ensuite, dernier paragraphe. Une dernière vérité demeure cachée cependant. Enfouie au plus profond de la dernière roche mère de l'ancienne Caliban repose le plus grand secret des Dark Angels. Dissimulé au sein d'une crypte dans laquelle seuls les guetteurs des ténèbres peuvent pénétrer, Leon L. Johnson dort. Ses blessures depuis longtemps guéries, il attend le jour où sa présence sera requise, lorsque résonnera l'appel aux armes qui le placera une nouvelle fois à la tête de ses fils pour défendre l'impérium de l'humanité. Et voilà, pour ceux qui se posaient la question, bien évidemment, Lionel Johnson va revenir. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Ça, on ne sait pas encore, on va le découvrir sans doute bientôt avec la suite des événements. On peut imaginer qu'il y ait un livre de campagne qui puisse justement ressortir bientôt, un petit peu à l'image de Gathering Storm. Gathering Storm, ça veut dire justement le début de l'orage. Donc là aussi, le titre suggère que c'est que le commencement, et tant mieux, c'est ce qu'on demande. Moi, vraiment, c'est Gathering Storm, vous l'aurez compris, moi, c'est vraiment une période que j'ai vraiment adoré sur Warhammer 40 000, avec tout ce fleuve justement qui a évolué. Et là, je pense qu'on va avoir aussi des livres de campagne avec des triumvirettes à chaque fois. Et puis, on va sans doute avoir le retour de Lionel Johnson. Donc maintenant, avec la fracture de la cicatrice Maledictum, on peut se demander ce qu'attend quand même Lionel Johnson, parce qu'en termes d'événements un petit peu compliqués, un petit peu tragiques pour l'Imperium, je pense que là on est pas mal. Voilà. Alors, dernier élément aussi, moi qui m'avait bien plu, que j'avais oublié dans ma première version, je voulais revenir sur Azrael, et en fait, il y a un passage du fleuve qui est vraiment très sympa quand on vous explique qu'Azrael, voyant arriver la flotte de Roboute Guilliman, savait pas en fait si Roboute venait pour le punir, justement, ou alors au contraire pour l'aider. Et en fait, il a pas mal hésité et il a failli attaquer justement la croisade d'Adomitus quand elle arrivait enfin près du roc, justement. Et vous voyez toute cette ambiguïté qu'on a sur le chapitre des Dark Angels qui fait que c'est un chapitre qu'on peut justement aimer en fait.
Et voilà, donc encore une fois désolé pour les petits problèmes techniques, malheureusement ça c'est quelque chose qui perdure, donc je vais essayer d'améliorer ça, mais bon ça demande des sous, hein, ça demande simplement d'acheter un appareil plus performant que simplement le smartphone, hein, qui n'est pas fait pour faire ce genre de choses, mais qui me permet quand même jusqu'ici de vous livrer donc, toutes ces vidéos, donc un petit peu de tolérance sur les petits écarts techniques que je peux avoir, et puis entre temps je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.